On a bombardé des villes. Aujourd'hui, il y a des centaines, il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. Voilà, on est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment. Je pense vraiment que les gens ne mesurent pas à ce stade à quel point les impacts vont être cumulatifs. Et voilà, au motif de préserver d'un mal, on est en train de générer des dégâts qui vont être 100 fois pires, littéralement. Nous avons été nombreux, parmi ceux que les médias ont surnommés les rassuristes, à avoir été pris à partie pour avoir soi-disant nié la possibilité d'une deuxième vague. Il convient dès lors de rappeler un certain nombre de choses. D'abord, que les meilleurs spécialistes de l'épidémiologie infectieuse ont toujours indiqué qu'aucune épidémie respiratoire virale connue n'avait fait de deuxième vague. Voici ce que j'ai écrit dans mon livre « Covid, anatomie d'une crise sanitaire » paru le 20 mai dernier. Mi-avril, les meilleurs épidémiologistes commencèrent à faire part de leur conviction que nous étions déjà en train de sortir de la phase aiguë de l'épidémie, avec deux scénarios envisagés, le premier étant la disparition pure et simple du virus. L'autre, que le nouveau coronavirus chinois s'inscrive dans la cohorte d'affections virales en circulation endémique en nos contrées, peu actives l'été, et retrouvant des forces normalement atténuées au retour de la saison froide. Or, qu'avons-nous vu ? Les alarmistes n'ont cessé d'annoncer la fameuse deuxième vague comme étant imminente en mai, puis en juin, puis en juillet, puis en août, puis encore en septembre, avec des dizaines, voire des centaines de milliers de morts à l'appui de leurs sombres prédictions. Et quand octobre est venu et que les températures se sont abaissées en dessous du seuil apparemment critique de 11 à 12 degrés Celsius, on a bel et bien constaté une recrudescence de la maladie Covid-19 et non pas juste du nombre de tests PCR positifs, cohérente avec l'hypothèse de la saisonnalité. Au lieu de donner raison à ceux qui avaient évoqué cette saisonnalité, dont les professeurs Raoult, Perron et Toussaint en France, les alarmistes les ont alors dénigrés de plus belle en les accusant d'avoir nié la possibilité d'une deuxième vague. On marche à nouveau sur la tête. La remontée des infections respiratoires est par ailleurs naturelle en octobre, ce que montre le diagramme suivant. La pente indiquée en rouge, décrivant le nombre d'hospitalisations pour affections respiratoires en Irlande à l'automne 2017, est similaire à celle que nous venons de connaître. Le nombre de cas répertoriés de syndrome grippal dû à d'autres causes que l'influenza ou le SARS-CoV-2 ont été en forte sous-déclaration cette année. Les tests PCR trop sensibles et les incitations financières pour les hôpitaux à déclarer des cas de Covid-19 y sont probablement pour quelque chose. J'avais par ailleurs analysé dès le mois d'avril que l'essentiel de la mortalité attribuée au Covid-19 était politique, c'est-à-dire due aux conséquences des mauvaises mesures sanitaires bien plus que du virus lui-même. Voyons par exemple les courbes de surmortalité pour la France et l'Allemagne en 2020. Pour tenter d'expliquer cette différence, nous devons nous demander quelles sont les principales différences dans les mesures prises face au Covid-19 entre les deux pays. Premièrement, nous avons le dépistage précoce en Allemagne dès la fin du mois de février, avec un test PCR configuré à 25 à 30 cycles d'amplification contre 35 à 50 en France. En second lieu, nous avons la prescription massive d'hydroxychloroquine et d'azithromycine par les médecins généralistes allemands, tel que vient de le révéler une grande enquête parue dans le magazine Der Spiegel. Enfin, un nombre de lits de soins intensifs de l'ordre de 36 par 100 000 habitants en Allemagne contre seulement 11 en France. Dépister convenablement, soigner précocement les malades du Covid-19 avec une capacité hospitalière décente permet bien, semble-t-il, d'éviter les vagues et les pics. Ces éléments aideront, j'espère, à mieux comprendre pourquoi je continue à contester l'hypothèse de la deuxième vague. Reste bien sûr posée la question de la cohabitation désormais inévitable avec le SARS-CoV-2 devenu saisonnier et des mesures à mettre en place pour protéger au mieux les personnes à risque sans détruire la société face à un virus dont la létalité est celle d'une grippe moyenne avec un âge médian des décès supérieur à l'espérance de vie.
Jean-Dominique Michel, merci. Vous êtes un anthropologue de la santé mondiale. Donc vous observez toutes les médecines, il n'y en a pas qu'une. Et à ce titre, d'ailleurs, vous venez de publier un livre sur ce qui nous concerne, le Covid-19, anatomie, je crois, d'une crise sanitaire. Et en tant qu'anthropologue, donc, vous avez cette vision, on va prendre de la hauteur un petit peu avec vous. Vous êtes surtout suisse. Ça, c'est important parce que vous vivez au cœur du pouvoir, on va dire, au cœur de ces institutions planétaires, de ces institutions internes, de ces organisations internationales, de ces big pharma, de ces gens qui ont les moyens et qui ont participé de près ou de loin à cette fameuse crise. Donc, on est ravis d'essayer de voir un petit peu avec vous comment on va prendre un petit peu d'auteur pour comprendre la situation dans laquelle on est, qui est une situation quand même grave. Mais juste avant, j'aimerais vous faire réagir, parce que voilà, ça c'est mon côté un petit peu journalistique, à l'information du jour. Alors je vais vous donner l'actualité aujourd'hui, quand même une actualité qui va vous faire réagir, à savoir que notre bon président du conseil scientifique, vous savez qu'en France on s'est doté d'un conseil scientifique fabuleux, avec des vrais professeurs et des vrais médecins. Conseil scientifique, donc son président, il s'appelle le professeur Jean-François Delfraissy. Et voilà ce qu'il vient de dire aujourd'hui sur RMC, sur BFM. On est entré dans la gestion d'une épidémie de longue durée. Il était bien sûr avec son masque, donc ça, il ne l'avait pas oublié, pour nous dire cette information. On est le 25 août 2020. Le président du conseil scientifique en France nous dit, alors que les épidémiologistes nous disent depuis maintenant quasiment 2 mois que l'épidémie est derrière nous, qu'on est entré dans la gestion d'une épidémie de longue durée. Qui croit ? C'est une affirmation qui n'a absolument rien de scientifique. Toutes les épidémies qu'on connaît ont cette fameuse courbe en cloche, ça monte très vite, ça culmine, ça redescend et ça s'éteint. Ici, on a commencé à nous parler de l'hypothèse d'une deuxième vague. Ça serait un scoop, ça serait une nouveauté absolue en termes d'épidémie mondiale. Et puis là, alors même que tous les indicateurs sont aussi calmes qu'il est possible de les rêver, en termes d'hospitalisation, de soins intensifs et de décès dus au Covid, où il n'y en a plus ou pratiquement plus, on a effectivement le président d'un conseil scientifique qui vient nous raconter un scénario. Alors, je veux dire, l'avenir, personne ne le connaît. Peut-être que le ciel va nous tomber sur la tête. Mais je me demande sur quoi il se base pour pouvoir énoncer avec certitude une affirmation pareille, ça ne correspond à rien de connu. Alors, sauf à ce qu'il soit extrêmement clairvoyant par rapport à un phénomène totalement extraordinaire qui contredirait par hypothèse toute l'épidémiologie infectieuse, sauf ce cas de figure, mais qui est quand même un petit peu spéculatif à mon sens, c'est effectivement très difficile de comprendre de quel point de vue il parle ou quelle réalité il décrit, hors, bien sûr, d'autres intentions qu'il pourrait éventuellement avoir. Alors, voici, c'était pour le professeur Delfraissy. On descend d'un échelon. Maintenant, on a un rhumatologue de l'hôpital Antoine. Il s'appelle le docteur Francis Berenbaum. Et voilà ce qu'il dit sur un tweet. Il va falloir rendre la vaccination obligatoire. Préparons-nous dès aujourd'hui, car certaines mesures demandent du courage politique et un peu de temps, et nous sommes déjà en août. Il s'agirait d'un devoir de citoyen. Réfléchissons aux mesures suivantes. Vaccin gratuit, aucune exemption, sauf contre-indication, pas d'objection religieuse, pas d'objection pour préférence personnelle, augmentation des primes d'assurance pour ceux qui refuseront de se faire vacciner, refus à l'accès des enfants et adultes non vaccinés dans les écoles et universités, refus à l'accès aux transports en commun, avions, trains, métro, sans présentation du certificat de vaccination, donc tout est bien détaillé, refus à l'accès dans les stades et d'autres lieux de rassemblement sans présentation du certificat de vaccination, obligation pour tous les personnels soignants. Mais le professeur Gotche, qui est un des plus grands épidémiologistes au monde, quand il a vu la censure qui s'abattait sur certains articles scientifiques, disait « Nous n'avons pas seulement chopé un virus chinois, nous sommes en train d'adopter une mentalité dictatoriale chinoise. » Et la description que vous venez de me faire, ça serait par hypothèse traiter les gens qui refuseraient de se faire vacciner comme les Chinois qui aujourd'hui sont descendus en dessous du seuil d'acceptabilité sociale. Vous savez qu'il y a tout ce système de notation qui est à l'essai dans certaines villes, et toutes les incivilités ou les déviances ou les écarts de conduite que vous faites vous coûtent des points. Et quand vous basculez en dessous d'un certain seuil, vous n'avez plus accès au stade, vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus avoir un emploi, vos enfants ne peuvent plus aller à la crèche. Donc on est vraiment dans la même logique, c'est une logique de dictature qui ici est dictée par un impératif sanitaire qui est d'autant plus redoutable qu'il est extrêmement convaincant pour la population, étant donné que dans la hiérarchie du cerveau, la sécurité
est le premier impératif de survie. Donc dès lors qu'on a fait croire à la population qu'elle était en danger par cette épidémie qui n'en est plus une depuis plusieurs mois, et puis maintenant on revient à la charge en disant si vous êtes un bon citoyen, vous devez jouer ce jeu vaccinal que nous vous proposons, et ceux qui ne joueront pas le jeu seront traités comme des dissidents ou comme des mauvais citoyens. Et c'est avec une blouse blanche qu'ils disent cela. C'est ça qui est grave aussi. Oui, mais malheureusement, enfin comment dirais-je, j'aime pas tellement tirer sur les médecins parce qu'il y a énormément de gens remarquables dans la profession, mais c'est une profession qui au cours des âges s'est caractérisée par des dérives absolument invraisemblables. Il faut quand même rappeler que tout le programme d'extermination nazi était basé sur l'analyse de certains prix Nobel de médecine qui avaient tenu des propositions eugénistes. Et c'est en puisant dans ce vivier que les nazis ont pu mettre en place la Shoah. Donc, surtout pas pour dire que les médecins aujourd'hui sont dans le même état d'esprit, mais il y a des dérives à l'intérieur de l'univers médical qui sont monstrueuses et qui tendent à passer parce qu'on a tous confiance en notre médecin, on sait tous les efforts et les sacrifices qu'ils font, donc on a envie de croire que c'est un univers qui est fiable. Mais en fait, il est très à risque de partir dans des dérives, et d'autant plus qu'ils sont persuadés de savoir mieux que les autres ce qu'il en est. Ça, je l'ai beaucoup vu en interagissant avec des médecins hospitaliers, à qui je rappelais que la gestion d'une épidémie sur le plan sociétal n'était pas une question médicale. C'est entre autres une question médicale, mais pas que. Et on voit que c'est terriblement difficile pour eux de se déprendre de « mais c'est nous qui savons ». Or, en fait, ils savent soigner des maladies, mais ils ne savent pas organiser la réponse d'une société à une menace sanitaire en particulier. Et donc, ça conduit, malheureusement, ça ouvre la porte à ce genre de dérives, mais qui sont délirantes. Alors, on avait un professeur, on avait un médecin, et maintenant, on a un interne. 3 blouses blanches. Voilà ce que dit un certain, sur son compte, pareil, sur un compte Twitter, un certain Nathan Pfeiffer Smadja. N'hésitez pas à signaler ce repère de complotistes avec des vidéos délirantes de Perron ou de Montagnier. Après la suppression des chaînes de Trotta, qui est, on va dire, un lanceur d'alerte et de crève-cœur, il est possible que YouTube réagisse. Oui, c'est sidérant parce que tant le débat politique que le progrès scientifique sont basés sur l'acceptation de la contradiction et sur l'intérêt de la contradiction. À ce que je sache, nul n'est suffisamment intelligent pour comprendre l'entier du réel. Aucun corps de métier, aucun parti politique n'est suffisamment intelligent pour avoir toutes les bonnes solutions. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on échange nos points de vue au sein d'une contradiction pour devenir plus intelligents les uns et les autres. Et là, on est dans des logiques de dictature et de dissidence, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'étiquettes à disposition à coller aux gens, de sorte à ce que ça les exclut d'emblée de toute crédibilité et de toute participation possible au débat public. Et c'est comme ça qu'ont fonctionné toutes les dictatures de tous âges. C'est en niant sa qualité d'interlocuteur à quelqu'un qui a des idées différentes et en veillant à ce qu'il soit privé de parole dans l'espace public. Ce que j'aimais bien dans votre présentation, je ne sais plus où je l'ai lu, c'est que vous disiez, je crois que c'est sur votre blog, ni mouton, ni complotiste, mais juste quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui cherche le dialogue, mais qui refuse l'injure. Oui. Non à l'injure, oui au débat d'idées. Voilà. Non à l'injure, oui au débat d'idées. Le débat aujourd'hui n'existe plus. N'existe plus, alors entre autres parce qu'il y a de l'injure, mais aussi parce que la subtilité inhérente à l'intelligence est annihilée par l'étiquette. Pour vous donner juste un exemple, le débat aujourd'hui autour des pro-masques et des anti-masques est une imbécilité, mais consommée. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être anti-masque. Qui, parmi même les pires complotistes, serait contre le masque en salle d'opération ? Le masque au mois de mars-avril, quand l'épidémie faisait rage, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, il n'y a aucune justification d'aucun ordre, sauf celle que l'OMS nous tire de son chapeau régulièrement à la dernière minute. Et donc, avec ce clivage où finalement on force les personnes à se déclarer, où on les étiquette soit comme étant pro-masque, soit anti-masque, on annihile tout cet espace intermédiaire de l'opportunité d'une mesure, sachant qu'on a par ailleurs un ordre constitutionnel qui commande qu'elle soit pertinente, qu'elle soit nécessaire et qu'elle soit proportionnée. C'est les 3 conditions pour imposer quelque chose à quelqu'un. Et je sais parce que suite à une de mes interventions sur les réseaux sociaux, il y a eu des réactions très vives parce que j'avais osé parler d'atteinte à l'intégrité corporelle, parlant du masque. Les gens, mais comment ose-t-il dire une chose pareille ? Ça n'a rien à voir. Mais c'est une atteinte à l'intégrité corporelle. Après, elle peut être indiquée ou pas indiquée, elle peut être utile ou pas utile, elle peut être recommandable ou pas, on peut discuter. Mais si d'emblée, on nie le fait que c'est une violence faite aux personnes en portant atteinte, en l'occurrence à leur libre faculté de respirer, ça veut dire que dès le départ, on n'est pas dans le débat,
Mais on est finalement dans un système de dogme et de blasphème. Tous ceux qui n'adhèrent pas au dogme sont des blasphémateurs et il faut les lapider. Et malheureusement, l'extrait que vous me citez s'inscrit dans cette logique. Et moi, humainement, mais aussi en tant que citoyen que scientifique, ça m'horrifie. Vous parlez de lynchage. On en est là aujourd'hui, au XXIe siècle, juste avec des mots et juste avec une peur. Enfin, c'est la peur qui est à l'origine de ce genre de réflexion. On ne peut pas dire autre chose que voilà, c'est juste la peur. Ouais. La peur ou l'ignorance. Mais l'ignorance, moi, ce que je suis en train le constat que je suis en train de faire dans cette période extrêmement troublée de notre histoire, et c'est pas pour comparer, comparaison n'est pas raison, mais je me dis vraiment qu'on n'a pas tiré les leçons de la Deuxième Guerre mondiale. On voit les mêmes processus se réinstaller, c'était beaucoup plus clair, chacun était à sa place, on était un bon citoyen si on participait à la mise en place de ce système. Alors, c'est pas du tout pour comparer, on n'est pas dans une dictature nazie, mais les fragilités, on voit aujourd'hui qu'elles sont intactes. Et qu'elle passe en l'occurrence par ces deux courants. Le premier, c'est le conformisme et la soumission à l'autorité, mais aussi en ce que chacun devient un multiplicateur de l'injonction. Le professeur Raoult l'a très judicieusement dit à Laurence Ferrari dans une interview en disant que lui, ce qui lui faisait peur, c'est le nombre de petits chefs et de petits surveillants qu'on est en train de multiplier dans la société parce que ça génère de la violence. L'autre élément, c'est effectivement ces logiques de lynchage. Et on sait que tout corps social qui est en tension est à risque de chercher un exutoire à la tension qu'il ressent par de l'agressivité. C'est comme ça que les Noirs se faisaient lyncher par le Ku Klux Klan, c'est comme ça qu'il y a eu des pogroms de tout temps, c'est comme ça que les purges ont eu lieu dans un système stalinien, et aujourd'hui on voit bien aussi comment les quelques voix qui osent s'opposer, et j'ai le bonheur ou le malheur d'en faire partie, deviennent instantanément les points focaux de tous ceux qui adhèrent au système au point d'envisager la nécessité de supprimer ces voix. Moi, mon compte LinkedIn a été bloqué parce que j'ai eu le malheur de répercuter une étude qui indiquait que le nombre de morts avait probablement été surestimé. Ça a été confirmé depuis. C'est confirmé depuis Mais LinkedIn a bloqué mon compte parce que j'avais transmis des fausses nouvelles. Alors, je suis en train de discuter avec un cyberfonctionnaire pour lui expliquer qu'il n'a peut-être pas très bien tout à fait compris. Des fausses nouvelles qui se sont avérées exactes. Exact. Et puis, de toute manière, la base du débat scientifique, c'est la contradiction. Si jamais on exclut tout un ensemble de voix qui disent quelque chose, c'est-à-dire, on en serait encore à l'idée que la Terre est plate. Mais toujours est-il que cette censure, moi j'ai eu un commentaire sur un autre réseau social de quelqu'un qui disait « Ah, c'est pas trop tôt qu'on censure M. Michel », publiquement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des logiques d'autodafé, d'inquisition, de persécution. Et le pas entre ça, ces processus de lynchage et le fait de dire mais ça serait bien de déporter M. Michel dans un camp, il est malheureusement très ténu. Et c'est là où effectivement j'ai l'impression qu'on a besoin d'un réveil citoyen et d'un sursaut d'humanisme consistant à rappeler les règles de base et notamment qu'on ne fait pas des attaques sur les personnes, qu'on peut bien sûr contester leurs idées. Moi, je suis ravi quand on conteste mes idées, c'est ça qui m'aide à avancer dans ma réflexion. Mais pas quand c'est fait dans l'injure, la mauvaise foi ou la malveillance. Vous avez reçu des menaces ? C'est compliqué. Non, pas des menaces au sens où des corbeaux ou des gens, mais en l'occurrence, je suis en train de démissionner d'une position que j'occupais dans le système de santé en Suisse. C'est un choix que je fais moi, ça ne m'est pas imposé, mais parce que je suis en train d'observer que les prises de position qui ont été les miennes et la liberté de ton que je me suis accordée risquent d'avoir un impact sur cette structure, et qu'autant j'étais prêt à prendre des risques à un niveau personnel, autant j'étais pas prêt à faire courir des risques à d'autres personnes, mes collaboratrices et mes collaborateurs. Donc j'ai pris la décision de démissionner. C'est difficile de vivre avec autant d'injustices cumulées comme ça, et puis d'autant d'agressions verbales, parce que le verbe est parfois beaucoup plus meurtrier que l'attaque physique. Oui, ça fait très mal. Et il y a des moments vraiment où j'en ai pas dormi. Et puis heureusement, j'ai eu quelques personnes de bons conseils, notamment des personnes en vue, des célébrités, qui m'ont dit « Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Dès que tu es dans la lumière, c'est inévitable que tu attires ça. » Il y a d'autres personnes qui ont un peu positivé le truc en disant « Mais c'est très bon signe. Ça montre que ta parole dérange vraiment parce qu'elle est pertinente. » Les gens qui disent n'importe quoi, on ne s'embête pas à les poursuivre. Et puis, alors, le dernier élément, c'est qu'il est plus personnel. Je suis désolé de m'en ouvrir, mais je viens par ma mère d'une famille de résistants qui ont caché des juifs pendant la guerre. Je suis toujours ému quand j'en parle, mais bon. Mon grand-père avait perdu une main dans des opérations de déminage pendant la Première Guerre mondiale. Et dans le maquis de Bergerac, il se relevait la nuit pour aller déminer de la seule main qui lui restait.
Et c'est des traces, mais des traces collectives. C'est aussi la trace du génie français, mais aussi du drame français, parce qu'il y a eu bien plus de collabos que de résistants. Donc, vous voyez, ça nous replonge dans les lignes de faille de notre histoire. Et moi-même, en tant que personne, je me suis toujours beaucoup interrogé par rapport à ce passé, en me disant, mais voilà, comment est-ce que j'aurais agi en 1939 ? Qu'est-ce qui a fait que mes grands-parents ont osé ? Après la guerre, ils ont perdu au cours de la guerre une situation qu'ils avaient avant et qu'ils n'ont jamais retrouvée. Et ils en ont conçu beaucoup d'amertume par rapport à l'État français. Mais vous voyez, donc, pour moi, il y a quelque chose d'assez naturel dans cet héritage. Ma tante, qui a 96 ans aujourd'hui, a franchi un barrage nazi à l'âge de 19 ans avec une juive de 16 ans qu'elle faisait passer pour sa cousine. Voilà. Donc, je suis toujours ému, mais je sais d'où je viens et je sais ce qui en vaut la peine. Et par ailleurs, j'ai une autre caractéristique, c'est que l'adversité tend plutôt à me requinquer. En tout cas, donc voilà, c'est pas que je suis heureux de cette situation, mais en même temps, il y a des moments dans la vie où il faut faire un choix, il faut être intègre avec ses valeurs et assumer le fait que ça puisse avoir des coups. Alors là, justement, pour revenir un petit peu à cette situation paradoxale, quel a été le mensonge pour vous d'abord qui a été le plus douloureux, le plus difficile à avaler, tant il était énorme? Alors pour moi, personnellement, celui qui m'a fait le plus mal, c'est l'interdiction de l'hydroxychloroquine. Parce que c'était un remède dont tout indiquait à ce moment-là que c'était le plus prometteur. Il pouvait sauver des vies. Et puis, il y a quelque chose de sacré dans la relation entre un médecin et son patient. C'est inviolable. C'est comme la relation que vous avez avec votre avocat ou avec votre prêtre, si vous êtes croyant. L'État n'a pas à s'immiscer dans cette relation, qui est une relation qui, selon la qualité des choix pris, peut vous sauver la vie ou vous la coûter. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas de la bobologie. Et c'est sans précédent. C'est sans précédent dans l'histoire. C'est même pas les 10 ou 20 dernières années, c'est sans précédent dans l'histoire qu'un gouvernement, de manière autoritaire, abusive, manipulatoire, mensongère, interdise aux médecins généralistes de soigner les patients qui sont malades avec les remèdes qu'ils ont à disposition, et en particulier celui-là, qui a confirmé d'ailleurs depuis l'efficacité qu'il pouvait avoir lorsqu'il était bien employé au bon moment. Et il y a énormément de choses qui m'ont choqué dans le déroulement des choses, mais celui-là, pour moi, c'est le pire. C'est le pire. C'est de l'ordre du viol des consciences et de la liberté de chacun. Et un mensonge qui va faire couler beaucoup d'encre, parce que quand on voit les conséquences de ce mensonge-là, il faut savoir que, vous le savez, que le 13 janvier, curieusement, la chloroquine a été classée comme substance vénéneuse. Voilà. Quel est votre avis là-dessus vous l'avez compris, ça, cette interdiction ou... Écoutez, plus de 60 millions de Français ont eu accès à l'interview, à l'audition d'Agnès Buzyn devant l'Assemblée nationale, où elle patauge complètement, elle a des trous de mémoire, puis la seule chose qui vient à l'esprit, c'est que les gens prennent trop de médicaments, donc j'ai décidé de supprimer celui-là. Mais je veux dire, comment est-ce que ça ne lui a pas coûté son poste, et comment ça n'a pas fait sauter le gouvernement ? Vous avez 4000 médicaments sur le marché, qui sont très douteux quant au rapport coût-bénéfice, qui sont vendus à tire-larigot, qui génèrent beaucoup d'empoisonnements. La mauvaise médecine et la mauvaise pharmacie sont aujourd'hui la 3e cause de mortalité en Occident. Donc on a des centaines de milliers de décès à cause de ces problèmes, et voilà qu'à un moment où ça peut être une bouée de sauvetage, quelque chose qui va sauver des vies, la ministre, pris d'une soudaine lubie, se dit « tiens, je vais interdire celui-là ». C'est juste complètement abracadabrantesque. Alors après, effectivement, quand on décortique, c'est plus subtil que ça. Il y a eu une demande du laboratoire qui produit ce remède en France, qu'il soit classé sans aucune raison valable. Et puis à ce moment-là, la ministre prend cette décision, mais c'est juste sidérant. Je veux dire, c'est une explication qui ne tient pas la route, qui n'a aucune logique, qui de toute évidence est corrompue à d'autres logiques, vu que celle-là ne tient pas. Mais une ministre peut dire ça. Bon, elle est quand même poursuivie devant la Cour de justice de la République au pénal, donc c'est possible que ça aille plus loin si les juges s'avèrent avoir une indépendance suffisante. Mais là, on est effectivement dans quelque chose qui est de stupéfiant. Mais j'ai l'impression que ce côté stupéfiant de tout ce qu'on voit depuis des mois met les gens en sidération. Au lieu de les faire réagir, puis qu'ils connectent les pointillés, c'est comme si jamais c'est tellement énorme qu'on n'arrive plus à penser tout ça, et donc que ça génère de la passivité. Par rapport au mensonge global, il y a une source que je conseille vraiment à chacun, à chacune d'aller la consulter, c'est le rapport du Sénat de la République française suite à l'épidémie de H1N1.
Parce que ça avait déjà été un monstre dérapage, avec un gaspillage d'argent public, notamment pour faire des provisions de médicaments qui étaient inefficaces, on l'a appris après, et l'achat de plein de doses de vaccins qui n'ont pas été nécessaires. Et le rapport du Sénat, qui est extrêmement bien fait, allez le lire, il est public, liste tous les éléments qui ont dysfonctionné. Mauvaise recommandation de l'OMS, information fausse quant à la gravité de l'épidémie, conflit d'intérêts au sein de l'OMS, conflit d'intérêts au sein des comités publics, enfin tout y est. C'est vraiment du... Et je veux dire, ça, ce rapport, on peut en faire un copier-coller de la situation actuelle. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait dans une démocratie que quand on identifie des problèmes graves qu'il faut corriger de toute urgence, 10 ans plus tard, on retrouve exactement les mêmes, avec la même licence de générer cet état de psychose collective et de garantir au passage certains marchés, parce que c'est quand même ce dont il est question, c'est un business absolument monstrueux. Et dans l'hypothèse où l'épidémie, comme c'est le cas, se calme au bout de quelques semaines, passe et ne représente plus un danger pour la population, qu'est-ce qu'on fait? On vit, la vie reprend son cours, on en reste là. Sauf qu'il y a un jackpot de plusieurs centaines de milliards de dollars à faire au passage, et donc il est absolument nécessaire de contrarier cette évolution naturelle des choses. On reviendra après sur la corruption, mais est-ce que c'est la corruption systémique qui est en quelque sorte le symptôme de nos démocraties ? Ah oui, absolument. C'est-à-dire que ce qu'on décrit là dans le domaine de la santé, on le voit dans tous les grands domaines d'activité économique. C'est-à-dire qui ne sait pas que nos politiques étrangères sont essentiellement déterminées par le complexe militaro-industriel, que l'agroalimentaire ne produit pas les meilleurs aliments pour la santé de la population et le respect des producteurs, mais voilà, des grands groupes qui captent, qui ne sait pas aujourd'hui que l'agriculture biologique serait tout à fait suffisante pour nourrir l'entier de la population et générer des sources de revenus décentes pour les cultivateurs. Mais on voit que tous ces différents domaines sont pris en otage par des industries planétaires, donc auxquelles aucun gouvernement ne peut résister, et qui s'assurent que les choses soient configurées d'une certaine manière. Je l'ai souvent dit, mais la transition énergétique vers les énergies renouvelables, on devait la mettre en place il y a 40 ans. Il y avait une fenêtre d'opportunité. Les experts étaient d'accord, l'ONU disait il faut y aller, les gouvernements ont fait semblant de s'y intéresser, et tout a été reverrouillé derrière. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie pétrolière est une des plus subventionnées au monde par les États. C'est plus de 500 milliards de subventions annuelles, si mon souvenir est exact. Donc, alors même qu'on disait il ne faut surtout pas subventionner les énergies renouvelables, ça fausse le marché quand même, il faut faire attention. Vous voyez, en fait, on a des démocraties qui sont captives de gros intérêts économiques et face auxquels ni les peuples ni les gouvernements ne semblent être en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit. On reviendra sur la corruption systémique, vous nous l'expliquez tout à l'heure. Juste, on revient au mensonge. On va vous faire, je pense, cette petite vidéo. Vous avez dû la voir parce qu'elle a été vue, mais on a envie de vous la montrer. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La meilleure des protections, ce sont les gestes barrières. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public.
Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On cherche les bons qualificatifs, c'est grave. C'est grave. Parce que, à partir de certains éléments réels, notamment le fait que les recommandations ont évolué en cours de route, alors en même temps, il faut s'intéresser à d'où elles viennent. Est-ce qu'elles viennent de la part de cercles qui sont connus par leur probité et la qualité de leur travail scientifique, ou est-ce qu'elles proviennent d'organisations qui sont financées par des privés et qui privilégient les intérêts des privés? Mais il y a quelques éléments vrais dans ce qui est dit là, mais dans une mauvaise foi, dans une espèce de jouissance à pouvoir imposer tout et son contraire, soit de priver les gens de ce qui pourrait par hypothèse être utile pour leur survie, soit de leur imposer des choses que rien ne justifie, et avec cette absence totale de scrupules ou de vergogne. Ce qui est fondamental dans toute relation humaine et dans tout collectif, c'est qu'il y ait suffisamment de sincérité. Et les grands hommes politiques, les grands gouvernants à travers l'histoire se sont toujours caractérisés par une forme d'humilité qui était que oui, on ne sait pas tout, oui, il arrive qu'on prenne des décisions qui soient erronées, mais avec toujours une latitude de au moins y penser et de reconnaître les erreurs à un moment donné. Et là, on voit une clique de gens qui sont persuadés d'avoir raison debout et qui s'exonèrent du fait de rendre des comptes quant aux décisions qu'ils ont prises. On a l'impression qu'ils ont toujours eu tout juste, sauf exceptionnellement, oui, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais hormis cette... je veux dire, c'est juste sidérant. Moi, je comprends pas. Moi qui ai quand même grandi à une époque où la politique avait un sens, alors ça a toujours été encombré toutes sortes de magouilles et de difficultés, mais il y avait quand même un sens de la parole donnée, il y avait un sens de la... Là, je sais plus dans quel monde on est. C'est juste difficile de revenir sur de reconnaître qu'on s'est trompé, quoi. Surtout quand il s'agit de mort, de vie et de mort. C'est ça aussi qui fait ils n'arrivent pas à dire bah oui, on s'est trompé, donc ils continuent de courir à travers leurs mensonges qui deviennent de plus en plus grotesques, qu'ils ont de plus en plus de mal à dissimuler. C'est ça, c'est une fuite en avant. Mais d'un autre côté, vous savez ce qu'il en est aujourd'hui de la confiance des Français dans leur autorité par rapport à la gestion de la crise sanitaire, mais c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, les Français sont très dociles, donc ils font tout ce que ces autorités leur imposent, ils réagissent pas ou peu, puis d'un autre côté, ils disent, mais on les croit plus tellement ils nous ont menti. Mais in fine, le fait de reconnaître une erreur dans un couple, dans une famille, dans une entreprise, dans un voisinage, c'est la seule manière de rester crédible. Parce qu'on en commet tous. Et c'est même le seul moyen de progresser ou d'avancer ou de mieux comprendre les choses. Bah oui, on fait tous des erreurs et on en apprend. Donc cette espèce de crispation comme ça, mais je trouve que même dans les visages, on a l'impression de voir un mépris pour les gens, du style, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, j'avais raison en janvier, j'avais raison en mars, j'ai raison maintenant, et puis j'aurai raison dans le futur. Enfin, je sais pas, c'est vraiment s'exonérer de la réalité et de ce concept tellement important, même s'il a plus tellement cours, qu'on appelle en anglais accountability. C'est de devoir rendre des comptes sur ce qu'on a fait. Et alors, pour moi, comment dirais-je, l'issue de cette histoire est absolument sans incertitude, mais vous avez vu que c'est juste l'année passée que les États-Unis ont reconnu que la guerre d'Irak et toute la manipulation qui avait conduit était en fait une forfaiture. Voilà, c'est 15 ans plus tard, tous ceux qui étaient en place ne sont pas inquiétés, plein de gens se sont empochés des sommes monstrueuses au passage, puis maintenant on veut bien reconnaître. Moi, ma crainte, c'est que c'est ce qui va se passer. 2003, c'était effectivement l'invasion en Irak qui s'est construite sur un mensonge. Sur un mensonge. Un mensonge que tout le monde a, qui était d'ailleurs reconnu très vite, mais pas médiatisé. Pas médiatisé. Après, il y a eu Dick Cheney et Halliburton qui ont été condamnés en justice. Ça a été des étapes successives, mais pour que l'État reconnaisse la vérité de la manipulation, voilà, ça a été 17 ans ou 16 ans. Moi, ma crainte, c'est que ça prenne ce temps-là. Mais évidemment que les gens informés, et c'est ça qui pour nous est un peu horrifiant, c'est qu'on voit tous les éléments qui sont là, qui crèvent les yeux tellement ils sont probants, et puis cette espèce de docilité, c'est-à-dire que ça passe et ça continue de passer. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la médecine n'est pas une science. Donc on traite, et on a des procédures aujourd'hui de recherche statistique inspirées d'autres domaines qui font comme si on était dans un laboratoire de physique en train d'étudier des particules. Mais la médecine n'est pas une science parce que l'être humain n'est pas aplatissable à quelques variables. Et donc il y a des questions épistémologiques, déontologiques et méthodologiques extrêmement compliquées autour de la recherche médicale. Et ce que l'immense majorité de la population ignore, c'est que ça fait 15 ans qu'on sait que l'essentiel de ce qui est publié est faux.
Et vraiment, ça a été le titre d'un article du professeur John Ioannidis, « Pourquoi la plupart de ce qui est publié est faux ?» en 2005, qui a eu énormément de succès. Ça a été un grand coup de tonnerre. Maintenant, c'est un des épidémiologistes les plus respectés au monde. Et puis, dans la foulée, au cours des 15 ans écoulés, tout le monde l'a dit, ou en tout cas, toutes les grandes sources d'autorité crédibles du domaine l'ont dit. Les rédacteurs en chef des revues médicales l'ont dit. Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, l'a dit en 2016, au moins la moitié de ce qu'on publie est faux, et c'est faux parce qu'on est captif d'un système obscur qui cherche absolument à mettre en avant certains résultats. L'ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui est un des autres grands, a dit « Je ne peux plus croire à quoi que ce soit qui est publié. » Des gens de l'art. C'est comme si le présentateur du journal de TF1 dit publiquement « Je ne peux plus croire à aucune des nouvelles dont on parle. » Vous voyez l'onde de choc que ça représente. Et ce qui est extraordinaire, c'est que déjà, ça a débouché sur peu de correctifs. Il y a guère qu'à Oxford, qui est un centre pour l'évaluation de la qualité de la démarche evidence-based, où on essaie de tamiser ça pour restaurer ce qui permet de la recherche d'être fiable. Mais après, aujourd'hui, tout le monde fait comme si ces vérités que j'énonce et qui sont de notoriété publique, c'est-à-dire que je ne suis pas un lanceur d'alerte qui révèle quelque chose qui est caché. Je rappelle à tout le monde qu'il y a quelque chose qu'on sait depuis 15 ans et qui est extrêmement embêtant. Et notamment parmi les critiques adressées à l'evidence-based medicine, qui est une méthode extrêmement statistique, c'est qu'elle offre énormément de latitude de trucage des études. Et en fait, c'est là où les pharmas sont très gagnantes avec cette méthodologie. C'est comme il faut travailler sur des énormes cohortes, ça coûte beaucoup d'argent, et quelles sont les seules organisations qui peuvent mettre cet argent à disposition, c'est les pharmas. Et après, alors il y a un ensemble de bidouillages, mais là encore, je veux dire, allez vous documenter, c'est connu comme le loup blanc qui permettent d'obtenir le résultat qu'on veut obtenir. Et moi-même, qui ne suis pas voyant ou devin non plus, dès le mois de mars, j'ai dit, vous allez voir, il va y avoir différentes campagnes de presse médicale qui vont être orchestrées. La première, c'est qu'on va prétendre que l'hydroxychloroquine est dangereuse, alors que c'est un des remèdes les plus sûrs de toute la pharmacopée. Et puis après, on va voir arriver, parce que c'était la stratégie qu'a adoptée à l'origine l'industrie du tabac, et que toutes les grandes industries mafieuses utilisent à tour de rôle. Donc Monsanto l'a utilisé par rapport au glyphosate, l'agroalimentaire l'utilise pour montrer que la malbouffe ne provoque pas du tout des problèmes de santé. Et donc là, on a vu ces études bidouillées arriver, dont celle du Lancet, dont je me suis aussi réjoui. J'ai tout de suite écrit un blog disant « Ils se sont mis dans de sales draps, ça va leur exploser à la figure ». En quelques jours, c'était boc. Par contre, ce qu'on n'avait pas vu, malheureusement, c'est que finalement, ça a généré, il me semble, auprès du public, l'impression, OK, cette étude-là était fausse, mais les autres, non. Et du coup, c'est comme si par l'énormité de l'imposture et de l'effondrement, ça avait par contre-coup validé toute une grande série d'études, toutes plus douteuses les uns que les autres, juste parce qu'elles étaient construites pour montrer que ça n'avait pas d'effet. Et le gouvernement français y a participé activement, vous le savez aussi bien que moi, en veillant à ce que l'hydroxychloroquine, dont on cherchait à tester l'efficacité, ne soit prescrite qu'en toute fin de vie à des gens qui étaient en train de passer l'arme à gauche. Et à un moment de la trajectoire thérapeutique où on sait qu'elle n'a plus d'utilité ou une utilité extrêmement réduite. Donc, je veux dire, même ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas la science, ça devrait déjà éveiller des alarmes. En disant, si on cherche à tester la proposition du professeur Raoult, on évalue l'efficacité du médicament au moment où il préconise de le prescrire. Pas à un autre bout de la chaîne de devenir des personnes concernées. Et donc là, vraiment, on est dans ce basculement de la science vers la religion, c'est-à-dire qu'il y a une validité qui est atteinte, il y a une légitimité qui n'existe plus, mais vous avez des gardiens du dogme. Et combien de personnes ont attaqué le professeur Raoult en disant « Tant qu'il n'y a pas d'études randomisées en double aveugle, on n'a pas de preuve que le remède marche ». Lui a rappelé très tôt « Attendez, en infectiologie, ça ne se passe pas comme ça. Les études observationnelles sont tout aussi probantes que les études randomisées en double aveugle. Allez consulter les bases de recherche médicale. C'est avéré ce qu'a dit le professeur Raoult. » Donc quand un Axel Kahn ou d'autres viennent dire, mais il n'y a pas, ou Anthony Fauci aux États-Unis, viennent dire, il n'y a pas eu d'études randomisées en double aveugle, on ne peut pas y croire, c'est une imposture intellectuelle, c'est un abus d'autorité, c'est du dogmatisme à l'état pur, ça n'a plus rien à voir avec la science. Et le problème, c'est que ce sont ces gens-là qui se réclament de la légitimité scientifique en faisant passer le docteur Raoult pour un charlatan. C'est le monde à l'envers. On va revenir sur la corruption, sur le mensonge. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire sur les mensonges? Donc, bien sûr, l'hydroxychloroquine sur le refus du traitement. Il y en a d'autres qui vous ont particulièrement agacé ou peut-être des
des semi-vérités beaucoup plus sournoises, mais dont le résultat est parfois pire. Mais il y en a eu tellement qu'on a un peu l'embarras du choix. Et puis après, c'est aussi toutes ces manières tendancieuses d'induire les choses. Vous savez notamment que la définition de ce qu'est une pandémie ou une épidémie a changé. Et en fait, c'est la même logique que celle qui a fait changer les seuils, par exemple, de cholestérol dans le sang, à partir duquel on est considéré comme étant malade ou pré-malade. Évidemment que si jamais vous abaissez le seuil près de la normale, ça veut dire que l'immense majorité de la population va pouvoir être considérée comme étant pré-malade et donc ayant besoin de médicaments. Donc c'est des falsifications qui sont extrêmement courantes, mais là c'est juste extraordinaire parce que tout le monde continue de parler de pandémie alors qu'il n'y a plus d'épidémie depuis le mois de mai. C'est-à-dire que les seuils de prévalence dans la population et de gravité des conséquences qui sont requis pour dire c'est une épidémie et pas juste un bête virus qui circule, ces conditions ne sont plus remplies depuis bientôt 4 mois et on continue d'entendre le mot pandémie partout. Donc c'est une fiction. Et c'est là aussi où d'ailleurs le professeur Raoult, s'inspirant de Baudrillard, a parlé d'hyper-réalité, dont parlait aussi Umberto Eco, c'est-à-dire le moment où une fiction de réel devient tellement prégnante qu'au fond, elle se superpose au réel et devient la réalité, quoi qu'il en soit du réel. On a envie de croire à son propre mensonge. On a envie de croire ça. Alors, un exemple célèbre dans l'histoire, Solzhenitsyn en parle dans ses écrits, c'est comment le gouvernement communiste en Russie a attribué, par exemple, les mauvaises récoltes à des éléments contre-révolutionnaires infiltrés qui sabotaient. Et donc on a fait des purges. Donc à chaque fois qu'il y avait une mauvaise récolte, ce n'était pas la désorganisation du système, ce n'était pas la gabegie du système communiste, on cherchait les éléments qu'on allait pouvoir éliminer pour réparer le problème. Et là, on est dans des systèmes d'hyper-réalité, c'est-à-dire que ça n'a plus de relation avec rien, et les définitions normales du réel ont explosé en cours de route. Moi, je me suis mobilisé parce que je suis tombé malade du Covid à la mi-mars. Et puis, évidemment, que c'était une déferlante. On avait tous espéré que ça s'arrêterait, ce serait un faux départ de feu. Et puis, tout d'un coup, il y a ce tsunami qui semble arriver. Et donc, j'ai profité de ma quarantaine dans une pièce de mon logis. J'avais toute la journée mon ordinateur portable pour aller chercher des informations pour voir, mais quel est l'ordre de grandeur de ce truc ? Et puis, très rapidement, les premières informations étaient extrêmement rassurantes. C'est-à-dire que oui, c'est une épidémie, donc il y a de la mortalité qui touche essentiellement des personnes en fin de vie, qui peut toucher des personnes chroniquement malades, mais qui, pour le reste de la population, n'a pas l'air de poser problème. Et puis d'emblée, j'ai réagi à un problème que je trouvais énorme, c'est qu'on ne donnait un taux de létalité que par rapport au nombre de cas avérés, et comme on testait à peu près pas, on était dans des niveaux monstrueux qui faisait paniquer la population. Et ce qu'il est essentiel de détecter dans un cas comme ça, c'est ce qu'on appelle de infection fatality rate, c'est combien de personnes contaminées par le virus en meurent réellement. Et très vite, début avril, les recherches du professeur Ioannidis à Stanford montraient qu'on était dans l'ordre de grandeur de la grippe annuelle. Ni plus, ni moins. Et cette information qui était tellement importante, parce que c'est celle qui aurait permis de contenir la psychose en disant c'est une épidémie, comme d'habitude, il faut qu'on soit prudent, qu'on ait des gestes barrières et tout ce qu'on veut, mais il n'y a aucune raison de faire paniquer la population avec ça, a été complètement noyée derrière des données qui étaient fausses, mais qu'on présentait comme étant le mieux de ce qui était disponible. Et moi, dont c'est le métier d'aller chercher dans la recherche scientifique, j'ai trouvé complètement autre chose. Donc il y a eu une déformation de l'information de A à Z. Le rapport du Sénat français sur H1N1 en 2010 dit un des principaux dysfonctionnements, c'est qu'on a déformé les données de A à Z. Donc c'est un rebolote. Et puis on a tous observé en cours de route que les critères changent. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de mortalité, on parle des cas, mais des cas, ce n'est pas des gens malades. Donc en fait, on décrit une nouvelle catégorie qui n'existe pas dans l'épidémiologie, c'est des gens qui ont ou ont été exposés à un virus sans conséquences graves, et c'est ça qu'on est en train de quantifier comme si ça posait un problème. Donc c'est cette fameuse une épidémie sans malade, liée à un infectiologue célèbre, ça n'existe pas, ou en tout cas c'est un scoop, c'est une nouveauté. Et on voit comment ces changements de critères permettent sur la durée d'entretenir une psychose déraisonnable, et en faisant durer dans la population cette impression que nous sommes tous en danger parce qu'il y a un épisode hors norme. Or, l'épidémie de Covid, en termes de surmortalité, est entre le 9e et le 14e épisode le plus grave depuis l'après-guerre.
Il y a eu de 8 à 13 épidémies plus mortelles que celle-là dans le passé. Donc c'est vraiment une construction, c'est un objet social total qui est juste exceptionnellement intéressant. Je suis dans le métro et tous les gens autour de moi, ils ont le virus qui tue. Mon Dieu, je vais mourir. Oh, si seulement j'avais le masque de papier. Oh, ça y est, je sens déjà que je suis guéri. C'est extraordinaire, ce masque de papier m'a sauvé la vie. Waouh, merci le masque de papier. Simple d'utilisation, le masque de papier est fabriqué à 5 centimes par des ch'tis enfants chinois et vendu à peine à 20 $ les 10. Et voilà, c'est fini, Sean. Si vous voulez survivre, envoyez vos chèques à la World Company. Dis donc, Bob, qui va être assez con pour acheter du papier? Tout ça pour une grippe qui est moins forte qu'une grippe normale. Bonjour, je voudrais vous commander 100 millions de masques. C'est pour la France. Bravo, je vois que madame est connaisseuse. Ah bah oui, je suis ministre de la Santé alors. C'est parti pour 100 millions. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci le masque de papier. Mais les humoristes sont visionnaires, ils ont ce talent de faire émerger la réalité des choses en le tournant en dérision, mais en osant montrer des réalités que les journalistes plus sérieux ont de la peine à, sinon à découvrir, mais en tout cas à décrire à la population dans leur réalité. Ça, c'était en 2009, on est en 2020. Oui. La répétition générale qui a eu lieu en 2009 ne servira à rien aujourd'hui. Ou peut-être que, enfin, elle a servi à rien sur le plan de la protection de la population ou de l'intérêt de la population, mais si on réfléchit aux intérêts qui gagnent à travers la situation qu'on connaît, eh ben, au contraire, on peut dire qu'ils ont testé un certain nombre de choses. Moi, il y a une autre question qui m'intéresse énormément. Tous les pays occidentaux, vu que c'est une menace dont on est conscient depuis au moins 20 ans, ont préparé des plans pandémie et identifié des manques au sein de ces plans pandémie. Pourquoi est-ce que les pays occidentaux n'ont pas appliqué les plans pandémie tels qu'ils avaient été pensés? Aucun d'entre eux, ni la France, ni la Suisse. Et Donc, ça, c'est une volonté délibérée, ça ne peut pas être un oubli. Alors, comment dirais-je, quand on ne sait pas, on fait des hypothèses. Et il y a eu une répétition générale en 2019, octobre, avec M. Bill Gates et l'OMS sur un scénario de pandémie. C'est vrai que c'est très, très troublant. Après, quels sont les contours de... Une manipulation, il y en a toujours aujourd'hui dans l'univers de la santé. C'est devenu la règle de base de la pratique sanitaire en Occident, c'est que c'est manipulé. De A à Z. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus des remèdes pour guérir les gens. On fait des remèdes pour traiter les gens. Il y a une analyse de Goldman Sachs qui disait guérir les gens, ce n'est pas un bon business model. Les rendre captifs du fait de devoir prendre une médication à long terme, ça c'est un bon business model. Ça fait longtemps qu'on sait que l'infiltration de tous les étages décisionnaires dans les différents États occidentaux permet d'assurer que l'intérêt mercantile de l'industrie pharmaceutique est systématiquement privilégié par rapport à celui de la santé de la population. Donc on ne découvre pas ces réalités, c'est de cela qu'il est fait. Ici, on a effectivement un événement sans précédent, non pas bien sûr dans son ampleur épidémique, il est normal, mais dans la surréaction des États, mais aussi dans les contraintes imposées à la population. L'histoire du masque est très intéressante. On nous le présente comme une mesure sanitaire. En fait, c'est une mesure sécuritaire, c'est une mesure autoritaire. Et puis, la base de quelque chose de sanitaire, dans l'ordre juridique, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un contre son gré. On a besoin de son consentement éclairé pour qu'il prenne un traitement, pour qu'il accepte un vaccin, pour qu'il porte un masque. On ne peut pas le lui imposer. C'est contraire à l'ordre juridique et à toute l'éthique qui fonde notre civilisation. Et là, dans la dérive dans laquelle on arrive à imposer ce dispositif de manière autoritaire, soi-disant pour des raisons sanitaires, mais on n'est plus nulle part de nos repères habituels. On est dans l'irrationnel total. On est dans le... Oui, les mots manquent un peu. Il y a un côté délirant parce que c'est complètement hors de proportion avec la réalité, mais on voit aussi qu'il y a une logique intéressée derrière qui sait très bien où elle va. Et de nouveau, l'idée telle que je peux la décoder, mais c'est pas parce que j'aime les théories comme ça, un petit peu des romans d'espionnage, mais c'est qu'au fond, ça me paraît tellement évident qu'on garde la population sous stress le temps que le vaccin soit disponible.
Et donc, il s'agit de trouver, c'est un peu comme dans une mauvaise série télé, quelles sont les nouvelles ficelles qu'on peut agiter. Il n'y a plus de morts. Ah bah zut, ça aurait quand même été pratique pour faire paniquer la population. Donc on va tester énormément de gens pour être sûr d'avoir des cas. À ce moment-là, on crie haut et fort qu'il y a énormément de cas. Et puis pendant ce temps-là, le vaccin se prépare. On sait qu'il faut habituellement de 5 à 10 ans pour créer un nouveau vaccin. Là, on met tout ça sur les rails en quelques mois tout en affirmant que c'est sécuritaire, alors qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Et puis, de nouveau, si les gouvernements occidentaux et les organisations internationales étaient prioritairement axés sur le bien-être et la santé de la population, rien de tout ça ne se passerait comme c'est en train de se passer. Donc, il faut bien supposer qu'il y a une autre logique. Maintenant, c'est aussi ce qui pave la voie aux théories complotistes. C'est-à-dire que les théories complotistes, leur terreau, c'est quand la réalité est tellement incohérente qu'on n'arrive plus à lui donner du sens. Donc, quelque part, pour le cerveau humain, il est préférable d'imaginer quelque chose de faux, mais qui au moins semble ordonner les différents morceaux. Et c'est là où je trouve aussi que cette dénonciation des complotistes est problématique, parce qu'on fait tout ce qui favorise l'émergence de théories complotistes, mais ce qui après permet évidemment de noyer le poisson et de disqualifier en bloc tout ce qui se demande, mais quelle est la logique prépondérante de nos sociétés dans cette histoire? Et ça, c'est une question qu'il faut qu'on puisse se poser librement. Le confinement, était-il nécessaire ou pas, selon vous, avec maintenant le recul qu'on peut avoir sur cette situation? Je parle de la France qui a confiné à l'aveugle. Oui. Mais ça aussi, c'est extraordinaire. On a renoncé au confinement depuis 1 siècle et demi parce que ça créait beaucoup plus de problèmes que ça ne permettait d'en épargner et que ce n'était pas très efficace pour juguler les épidémies. Donc le seul modèle historiquement qui a marché, c'est celui du lazaret, c'est-à-dire on isole à part de la communauté les personnes infectées le temps qu'elles ne le soient plus, puis une fois qu'elles ne le sont plus, on les laisse revenir dans la société. Mais mettre à l'arrêt un pays entier à cause d'une épidémie, ça ne s'est pas vu parce qu'on y a renoncé, parce qu'il n'y avait pas d'avantage. Et il n'y a aucun manuel d'épidémiologie infectieuse qui préconise cette manière de faire. Donc pour moi, c'est extraordinaire de voir qu'on nous a présenté ça comme étant une mesure incontournable dès lors qu'on n'avait pas de masque, et ni de test, ni de remède. On a quand même disqualifié le remède qui était disponible. Et alors avec le recul, ce qui apparaît, c'est qu'évidemment que ça a prévenu la circulation du virus, donc on peut penser que ça a eu un certain effet. C'est la justification qu'ils ont. Mais si on n'avait pas confiné... Voilà. Les seuls cas de figure où ça a une utilité avérée, c'est en tout début d'épidémie. Quand le virus arrive sur un territoire, si on confine à ce moment-là, pour une période courte, ça peut effectivement éteindre l'épidémie dans l'œuf. Ici, il semble que le virus a circulé au moins depuis le mois de novembre. Donc ça veut dire que quand on confine au mois de mars, c'est beaucoup trop tard et ça tend plutôt à faire flamber les cas graves. Parce qu'on confine ensemble des gens qui sont contagieux et des gens qui n'ont pas le virus. Et puis on sait qu'on se surinfecte dans un espace confiné. Donc ça a probablement fait flamber pire. Et d'ailleurs, on voit que les courbes, elles ont un pic qui va plus haut que la normale et ce qui est anticipé du fait du confinement. Et puis surtout, alors, on n'a pas pris en compte tous les dégâts et la mortalité à court terme et à long terme générés par tout ce que ça a produit sur la société. Et en Angleterre, par exemple, différentes études suggèrent, mais vraiment elles sont très bien faites, que 2/3 de la surmortalité, une fois que le confinement était en place, a été due à d'autres causes que le virus. Et notamment la difficulté pour les personnes souffrant de maladies graves d'obtenir des soins, ou des gens qui ont fait des AVC, des infarctus et qui n'ont pas été soignés convenablement. Donc il semble que les 2/3 de la surmortalité observée pendant la période du confinement étaient dues à d'autres causes que le virus. Et puis je pense qu'il va y avoir également des dégâts collatéraux. Enfin, je pense énorme. Au nombre de suicides, des gens, des dégâts psychologiques, des dégâts... Oui. J'ai pas les femmes battues. Je pense qu'il y en a eu quelques-unes qui ont dû être tuées même. Sous les coups de leur conjoint. Et puis le fait, alors moi j'ai utilisé cette métaphore très tôt parce qu'elle me semblait, c'était vraiment bombarder des villes pour lutter contre la malaria. C'est-à-dire qu'on a bombardé des villes. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. On est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment. Je pense vraiment que les gens ne mesurent pas à ce stade à quel point les impacts vont être cumulatifs. Et au motif de préserver d'un mal, on est en train de générer des dégâts qui vont être 100 fois pires, littéralement. Quel objectif? Ça n'a pas de sens.
Oui, et d'autant plus qu'il y a eu un débat intéressant parce que beaucoup de gens se sont réjouis en disant ça prouve que l'économie n'est pas toute puissante, vu que pour une fois on met la santé des gens, on en fait une priorité par rapport aux impératifs de l'économie. Et évidemment que les milieux économiques n'ont pas très bien réagi au confinement et tout ce que ça allait générer. Donc je ne sais pas quel est le fin mot de l'histoire. Ce qu'on peut quand même observer, c'est que la fortune des quelques personnalités les plus riches au monde, et vous savez, dans l'ordre de grandeur dans lequel ça se situe aujourd'hui, a progressé au cours de cette épidémie. Donc si on regarde qui tire des marrons du feu, ou qui... voilà, il y a tout un ensemble de perdants, et même les hôpitaux eux-mêmes, parce que le fait d'avoir dû être en veille par rapport au Covid a fait que les soins habituels n'ont pas été donnés de la même manière, donc les hôpitaux ne sont pas payés et remboursés de la même manière, donc même le système de soins est en train d'avoir un impact extrêmement lourd sur ses finances et sa capacité de travail. Et puis après, il y a quelques grandes sociétés mondiales qui tirent leur épingle du jeu, et c'est évidemment principalement les GAFAM, qui sont ce mouvement transhumaniste qui cherche à modifier l'être humain, à l'améliorer par la technologie, et dont évidemment un des fers de lance est Bill Gates. Alors de là à imaginer qu'il y a un complot qui a été ourdi, moi je suis agnostique par rapport à ça. C'est-à-dire que je ne peux pas l'affirmer et ça me semblerait hasardeux d'en faire mon hypothèse de travail prioritaire. Comme disait Michel Rocard, il faut toujours mieux privilégier l'hypothèse de la connerie à celle du complot, parce que ça prend beaucoup d'intelligence pour monter un bon complot. Mais en même temps, quand je vois l'étendue de l'orchestration entre les gouvernements, les organisations internationales, les médias, les réseaux sociaux, on voit vraiment que où qu'on se tourne, les choses ont été déviées dans cette direction malhonnête et malveillante par rapport à la population. Et c'est quand même légitime de supposer qu'il y a bien quelque chose qui organise tout ça. Est-ce qu'on peut parler également de la stratégie du choc à ce niveau-là, de Naomi Klein? En quoi tout ce qui se déroule aujourd'hui peut-il être comparé un petit peu à ça, ou peut-il être associé, on va dire? Ce qui est intéressant, c'est que des acteurs de ce que nous vivons, ou des visionnaires, ont nommé ces scénarios. Jacques Attali, en 2009, partage sa conviction que seule une pandémie à grande échelle pourrait créer suffisamment d'états de choc sur la population mondiale pour qu'on aille vers le gouvernement mondial qu'il appelle de ses voeux. Bill Gates, en 2015, fait une TED Talk où il explique qu'il y a une pandémie qui va bientôt arriver et que le résultat sera que tout le monde sera d'accord de se faire vacciner. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On voit des prémices de ça, mais de nouveau, ça serait un peu surinterprété de dire c'est la preuve qu'ils l'ont organisé. C'est en tout cas le symptôme que quelque chose était en préparation dans l'ordre collectif. Mais moi, je suis estomaqué par l'impact de ce non-événement épidémique sur les libertés publiques, sur les droits fondamentaux et constitutionnels, sur le gagne-pain de tout un chacun. On est en train de ruiner l'économie réelle, ce que j'appelle les forces vives de la société, et donc on devient par la force des choses captifs des intérêts dominants à l'échelle mondiale. Et cet asservissement-là, calculé ou pas calculé, c'est-à-dire qu'il soit intentionnel ou qu'il soit systémique, est de toute manière en lui-même extrêmement préoccupant. Sommes-nous dans le biopouvoir de Foucault? Foucault avait très bien anticipé un glissement qu'on voit se dérouler aujourd'hui, qui est que nous sommes en train d'être dépossédés de notre corps. Il ne nous appartient plus. Et dans la logique vaccinale que certains promeuvent, il y a cette idée que vous soyez d'accord ou pas, il faut vous faire vacciner. Votre corps nous appartient, parce que nous savons ce qui est bon. Alors il y a évidemment le contre-discours, qui est que si jamais vous ne vous faites pas vacciner, vous faites courir des risques à d'autres, donc vous êtes un assassin en puissance. Mais ça vient violer un des principes fondamentaux du droit, qui est celui de l'habeas corpus. Mon corps m'appartient, personne ne peut lui infliger quoi que ce soit hors de ma propre adhésion ou de mon propre acquiescement. Et donc on voit qu'on est effectivement, mais c'est un mouvement continu, je veux dire. Ce que les réseaux sociaux ont révélé, c'est que nos données personnelles ne nous appartiennent plus. Ce que la biométrie est en train d'installer, j'avais répondu à la Cité des sciences de la Villette en 2008, en montrant que la biométrie nous prive de la liberté de nous nommer nous-mêmes. Avant la biométrie, si je ne vous connais pas, je vous demande votre nom. Et comme Ulysse face au Cyclope, vous pouvez dire mon nom est personne. Vous voyez, votre identité dépend de votre bon vouloir à me la révéler. Avec la biométrie, je peux savoir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de me le dire.
Et puis maintenant, avec les caméras de surveillance, l'observation, vous avez vu qu'à Melbourne, ils ont passé des lois qui permettent aux forces de l'ordre d'aller voir dans les maisons, même sans mandat de perquisition, si les gens respectent les directives sanitaires. Donc voilà, on est dans ce viol de tous nos espaces, y compris l'espace corporel. Et ça, Foucault l'avait effectivement pressenti. On est bien dans la dérive orwellienne, 1984, ou la ferme des animaux. C'est le risque. On en voit toutes les prémices à l'heure actuelle. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de prendre les risques que j'ai pris en m'exprimant. Mais c'est parce que, avec un risque pareil, je trouve qu'on ne peut pas se taire, on ne peut pas faire le choix de se taire, et que ce qu'on a de confort ne peut pas primer sur cette urgence. Après, j'espère me tromper. J'espère qu'à un moment donné, les gouvernements retrouvent raison, que des meilleures garanties soient mises par rapport à l'exploitation des données, que l'habeas corpus soit réaffirmé. Mais ce que j'observe depuis un certain nombre de mois, c'est un silence assourdissant de la part de tous ceux qui ont cette responsabilité d'être des garde-fous des contre-pouvoirs. La presse, on n'en parle même pas, c'est devenu un instrument de propagande. Mais où sont les constitutionnalistes? Où sont les médecins? Où sont les chercheurs? C'est la question que je me posais. Il y a 200 000 médecins généralistes. Même s'il y en a 600 qui ont porté plainte pour homicide volontaire, il en reste beaucoup qui n'ont rien dit. Comment expliquez-vous qu'il y ait aussi peu de médecins quand même qui réagissent, qu'il y a un silence, vous le disiez, qu'il y a un silence qui quand même qui fait peur, quoi. Mais je crois qu'il y a deux volets à ça. Le premier, c'est le conformisme. C'est que c'est quand même ça prend beaucoup de courage ou d'inconscience pour oser se démarquer et prendre position par opposition au milieu dans lequel on est. Puis l'autre élément, c'est le confortisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une position relativement confortable, même si elle le devient de moins en moins. Ça fait longtemps qu'il y a un dévoiement de la pratique médicale dans le sens d'obliger à appliquer certains traitements dans certains cas de figure. Donc on est vers une standardisation du soin qui fait qu'un médecin bientôt sera un pompiste. C'est-à-dire qu'il aura un diagnostic qui sera fait en grande partie par l'intelligence artificielle, puis selon le résultat du diagnostic, il sera obligé d'appliquer un traitement que les méthodologues et les pharma et les gouvernements auront accrédité comme étant le seul traitement autorisé dans ce cas-là. Donc on est vers une robotisation du médecin. Et alors moi j'ai reçu littéralement des centaines de messages de soutien de médecins en privé, mais qui me disaient « Vous avez raison, nous n'osons pas prendre parole parce que les conséquences seraient trop rudes ». Et c'est là où, pour moi, ça évoque un peu la résistance. Je pense que pour vraiment oser franchir ce pas, il faut être prêt à en subir des conséquences majeures. Donc nous sommes bien en guerre. C'est une expression qui m'a fait frémir d'horreur quand je l'ai entendue, parce que ça n'a rien à voir. De toute manière, le virus n'est pas un ennemi. Nous cohabitons avec les virus depuis la nuit des temps. L'espoir qu'on pouvait avoir à l'époque, et qui a l'air d'être confirmé depuis, c'est que quand un virus franchit une barrière d'espèce, d'abord, il est très virulent parce qu'il n'est pas adapté à son hôte, et puis assez rapidement, sa virulence s'estompe, il devient relativement banal, et quelque chose qui était un peu meurtrier au départ devient un rhume banal, et il circule librement. Et c'était vraiment le cas de figure dans lequel on pouvait espérer être. Et donc cette métaphore guerrière, déjà, elle est fausse, parce que le virus, il faut apprendre à cohabiter avec. On ne peut pas exterminer un virus. Et le propre d'un virus, c'est de circuler. Donc on ne peut pas l'empêcher de circuler. Après, c'est qu'est-ce qu'il en est de sa virulence, qu'est-ce qu'il en est de sa létalité, quels sont les gestes qu'on peut mettre en place, comment est-ce qu'on peut gérer l'épidémie, et puis avec cette perspective rassurante qu'à un moment donné, il va être beaucoup moins virulent, et donc on n'aura plus besoin de tout ce qu'on avait installé Et on sait tous que, c'est une phrase connue, le premier ennemi de la guerre, c'est la vérité. Et dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Et ce que l'histoire récente montre, c'est qu'à chaque fois qu'on a passé des législations d'exception pour faire face à une menace de quelque chose contre quoi on était en guerre, ces législations ont perduré bien après, dans la durée. Et donc là, effectivement, j'ai réagi très vite à ça parce qu'il y a quelque chose de faux. On n'est pas en guerre contre un virus, c'est faux, c'est une épidémie, c'est autre chose. Mais on voyait déjà se profiler cette logique d'abus. Et dans une guerre, on sait qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Exactement comme ils sont en train de le faire par rapport aux masques, par rapport à l'hydroxychloroquine, par rapport aux gestes barrières, par rapport au confinement. Faut-il un deuxième confinement? Mais rien au monde ne le justifie à l'heure actuelle. Mais on sent qu'ils se sont exonérés de la réalité civile parce qu'ils sont dans une logique martiale.
Pour revenir à la manipulation, moi qui m'intéresse directement, parce qu'on va parler de la manipulation des médias, je vais faire une petite citation d'Alfred Sauvy. Il disait « Bien informés, les hommes sont des citoyens, mais mal informés, ce sont des sujets ». Comment la désinformation a-t-il pu s'installer en fait dès la sortie, quoi? La dernière chose au monde, je m'imaginais qu'elle puisse m'arriver, c'est que je passe pour un passéiste ou un conservateur. C'est pas tout à fait mon profil. Mais il faut quand même, enfin moi, ça m'impressionne de voir la perte de compétences intellectuelles, de culture, de capacité de comprendre qu'on observe depuis 20 ou 30 ans. La rhétorique a été éliminée des programmes d'enseignement, c'est ce qui permet de comprendre comment est configuré un discours. Vous savez que si on met face à face un texte aussi bête que le Club des 5, une série pour enfants de 8 à 10 ans, tel que ça existait il y a 40 ans et aujourd'hui, tout le langage a été appauvri. Il n'y a plus de passé simple, il n'y a plus de subjonctif, il n'y a plus que des phrases courtes. On sait que le quotient intellectuel est en baisse, ça peut être en lien avec les perturbateurs endocriniens et la pollution, mais d'une manière générale, moi j'ai l'impression qu'on outille de moins en moins la population à pouvoir appréhender les choses avec de la nuance et du recul. Il y a vraiment un effondrement des humanités et de ce qui est constitutif de l'intelligence à large échelle. Et puis après, la manipulation, elle est de nouveau une comparaison qui n'est pas raison, mais à laquelle je me permets de revenir, c'est que toute l'avancement du délire de l'Allemagne nazie a été fait sur des bases de sécurité. Toutes les mesures qui étaient prises étaient pour la sécurité du peuple allemand. Toutes les mesures discriminatoires envers les Juifs, c'était pour la sécurité du peuple allemand. Et vraiment cet impératif de sécurité. Mais qu'il y a quelque chose de pertinent sur le plan neurologique, vu que la survie et la sécurité, c'est le bien absolu de notre cerveau biologique. La morale, l'intelligence, l'humanisme, la nuance, la liberté, c'est des concepts, c'est bien joli, mais si je suis en danger de vie ou de mort, plus rien de tout cela n'a d'importance. Et là, la manipulation a été terriblement efficace. Ça veut dire que notre rapport à la mort a changé ou notre rapport à la mort? Oui, ça c'est vrai qu'il a changé sur un plan sociétal et civilisationnel, mais sans même aller jusque-là, dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Et moi j'ai souvenir, j'étais en Suisse, on était semi-confinés, j'ai un beau-frère qui fait beaucoup d'affaires avec la France, et il me disait, ça le faisait rire, il me disait, mais je parle à des Français, je leur dis que j'ai eu le Covid, c'est un type de 50 ans sans problème de santé, ils sont là, mais t'as survécu? Vous voyez? Donc ça veut dire que dans l'imaginaire collectif du peuple français, le danger de mort était à chaque coin de rue. Un de vos ministres a osé dire, c'est comme la peste noire. Mais ce type, alors, il ne doit plus jamais occuper un poste dans la fonction publique pour dire des choses pareilles. Le H1N1, on avait comparé ça, l'OMS avait dit attention, ça va faire plus de morts que la grippe espagnole. C'est ça. C'est comme ça que Ferguson a réussi à faire son blé de fois en fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas d'impératif plus grand à l'intérieur de leur champ de conscience. Et je pense que des personnes qui ont pu résister, comme vous et moi et d'autres, c'est parce qu'effectivement, on ne s'est pas fait embarquer dans cette proposition, parce qu'on a eu des éléments de contraste intellectuel qui nous ont tout de suite fait dire, attendez, on va vérifier ce qu'il en est. Et puis une fois qu'on a été rassuré par le taux de létalité réel, voilà, ça nous a donné le point d'ancrage pour ne pas basculer. Et un exemple que je me permets de citer, mais j'ai un ami qui est professeur en neuromarketing, donc il étudie la manière dont les messages publicitaires impactent le cerveau et conditionnent les gens à agir, et lui me disait qu'il n'arrivait même pas à se représenter ce que pouvait être un matraquage sur des mois de l'amygdale, qui est cette structure du cerveau qui identifie le danger, et avec les messages anxiogènes, ce martèlement, ce matraquage, là, mais vraiment, vous azimutez les gens, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont dans un autre monde, ils ont basculé dans la psychose. C'est vrai que le discours, il est tout sauf scientifique, il est sanitaire, il est sécuritaire. Comment le bon sens a-t-il pu échapper à nous tous, quoi? Comment on n'a pas pu être capable d'avoir cette réflexion personnelle en disant on va juste voir les chiffres, le nombre de morts ou le taux de létalité, et c'est tout, de faire sa propre opinion, parce que je pense que la vérité aujourd'hui est accessible à tous. Il faut juste avoir un peu de temps et vouloir vraiment la chercher. Comment on a été complètement hypnotisé ou empêché de comprendre ce qui se passait? Pourquoi le bon sens nous a échappé? Mais ça c'est une réflexion un peu sociétale, mais moi, une autre chose qui me frappe, c'est de voir à quel point on a réussi à imposer en quelques décennies
une vision du monde et de notre société qui affirme que l'immense majorité des gens ne servent à rien. Vraiment. Que c'est quantité négligeable, qu'on n'a pas besoin de tenir compte de leur avis parce qu'ils sont bêtes, qu'on pourrait s'en passer, qu'ils coûtent cher. Les vieux... Vous pensez à qui a réussi à faire... Mais je crois que c'est toute une mentalité hyper matérialiste et assez cynique comme ça, et notamment quand on est passé dans une logique économétrique où on mesure tout à l'aune des coûts que ça génère. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a bazardé les stocks de masques en France. Parce qu'à un moment donné, au lieu de voir ça comme un investissement pour la protection de la population, on a vu ça comme des coûts, comme un poste de charge. On s'est dit, mais est-ce qu'on en a eu besoin? Non, donc on peut supprimer ce poste de coût. Mais cette logique-là, elle s'est étendue jusqu'aux individus. Et moi, je suis sidéré de voir à quel point, aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde, pour l'essentiel, a introjecté le fait que je ne suis pas intelligent, je ne vaux pas grand-chose, je n'ai pas d'utilité et je ne sers à rien. Et une fois qu'on a mis les gens dans cette position-là, mais qu'il y a une monstruosité sur le plan anthropologique, spirituel, civilisationnel, ça veut dire que vous privez aussi les gens de la compétence d'imaginer qu'ils peuvent penser par eux-mêmes. Donc ils se tournent vers l'autorité qui lui dit « Ah c'est très grave, il a dit que c'était très grave ». Et c'est pas pour la ramener à moi, mais dans les grandes satisfactions que j'ai eues au cours des mois passés, étant donné que j'ai proposé avec insistance des perspectives qui remettaient l'église au milieu du village, c'est de voir le nombre de gens qui m'ont dit « mais merci, merci, vous m'avez permis de sortir de la psychose, mais surtout je me suis aperçu que ce dont j'avais l'intuition au fond était vrai ». Et au fond, moi ce que j'observe, c'est que alors les gens qui sont peut-être moins formatés par l'université, moins pris dans les masses médias, ont souvent un bon sens qui est très existant, mais qu'on a veillé à laminer, en leur faisant croire l'inverse de ce qu'ils sentaient être juste et qui était juste. Et ça, c'est peut-être notre espoir, c'est qu'à un moment donné, il y a un point de bascule où les gens, finalement, se rassérénent dans leur capacité de voir les choses, de comprendre qu'on leur ment, ça c'est déjà acquis, mais après aussi de pouvoir sortir du fait d'être guidés par des autorités qui, manifestement, poursuivent un autre agenda que celui du bien de la population. Agenda. Pour arriver à ce point de bascule, il faudrait quoi ? Écoutez, j'en sais rien et j'ai coutume de me définir comme un pessimiste heureux. Je ne suis pas optimiste parce que j'en sais rien, ça m'a l'air plutôt mal barré parce que le verrouillage est trop intense, mais je sais aussi que peu importe, parce qu'en ce qui me concerne, je sais pourquoi j'ai fait le choix d'agir et je continuerai quoi qu'il en soit jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer comme point de bascule ? J'ai l'impression, et ça m'est confirmé par des spécialistes de ce sujet-là, qu'on est dans un système pervers. Et le système pervers, il captive ses proies, donc on a un pervers narcissique qui s'approche d'une proie possible. Leur principal instrument, c'est de cliver l'esprit de la personne en donnant des choses trop contradictoires et donc trop difficiles à penser. Et ça, on le voit beaucoup dans le déroulement des choses depuis l'épidémie. Et il y a deux choses à savoir par rapport au pervers narcissique. La première, c'est que vous ne gagnez jamais contre elles. Parce que pour pouvoir être aussi efficace qu'eux, il faudrait être aussi dépourvu de scrupules qu'ils le sont. Donc quelqu'un qui n'est pas dans le mindset ne peut pas gagner par rapport à un pervers narcissique. Par contre, ce sont des gens qui, à un moment donné, emportés par leur toute-puissance. Et là, je trouve qu'on voit bien comment les gouvernements jouent au chat et à la souris avec la population. C'est vraiment, je te fais paniquer. Et puis dès que ça, il n'y a plus de mort, je te fais paniquer avec autre chose. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc assez pervers dans cette histoire. Et si l'hypothèse est juste, la bonne nouvelle, c'est que les pervers finissent toujours par commettre une erreur parce qu'ils sont grisés par leur réussite. Et là, j'ai espoir qu'à un moment donné, il puisse y avoir vraiment une déconstruction de toute l'histoire qui peut, par hypothèse, aller très vite. Mais c'est un scénario qui, malheureusement, n'est pas certain. Vous savez que les personnes qui refusaient de porter des masques ont été comparées dans une étude scientifique, entre guillemets, non sourcée, par des psychopathes, des pervers et également pas pervers narcissiques, des pervers, des psychopathes et des narcissiques. Pardon. Impressionnant quand même. Ceux qui ne portaient pas les masques. On avait vraiment l'impression que une information diffusée sur France Info, donc heure de grande écoute.
C'est très connu. Non, mais c'est pas possible. Sinon, c'est très connu. C'est la psychiatrisation de la dissidence. C'est comme ça que Sakharov s'est retrouvé en hôpital psychiatrique en Union soviétique. Et moi, ce que j'ai rappelé, j'ai vu passer cette étude, ce que j'ai rappelé, c'est que les vrais pervers narcissiques et les psychopathes, ils sont à des positions de pouvoir parce qu'ils adorent ça, et leur kiff, c'est de faire paniquer les autres en jouissant de l'emprise qu'ils arrivent à avoir sur eux. Donc si vraiment on veut se poser la question de qu'est-ce qui génère quoi et de qui est où, peut-être que les sociopathes et les narcissiques, c'est pas à cet endroit-là qu'il faut les chercher. Le monde d'après, vous le voyez comment ? À très court terme. Hein. Mais dans 2-3 mois, vous le voyez, on a compris que vous étiez un optimiste ou un pessimiste joyeux. Oui. Désolé, moi en tant qu'anthropologue, je suis fasciné par le devenir de l'espèce humaine. Parce qu'on est la seule espèce à la surface de la Terre qui arrive à modifier ses conditions d'existence. Les dauphins vivent aujourd'hui comme il y a 10 000 ans. Nous pas. Et donc on est un projet en devenir, semble-t-il, et quelque part, pour moi, c'est comme si nous n'étions pas encore humanisés. C'est un processus en cours. Et puis, comme on est en train de créer aussi, à bien des égards, les conditions de notre possible extinction, au fond, c'est un peu comme un film hollywoodien où le héros, espèce humaine, il est accroché dans une falaise et sa vie ne tient plus qu'à la main qui s'agrippe au rocher et on ne sait pas si on va basculer dans le gouffre ou s'il va réussir à émerger et puis à créer. Mais en tout cas, je pense que notre espèce aujourd'hui, c'est assez vertigineux, mais Edgar Morin parle bien de l'éducation à la condition humaine. Nous sommes vraiment à une croisée des chemins. Et soit on continue à faire toujours plus de la même chose, et là, c'est très mal barré, parce qu'il va y avoir des cataclysmes en abondance, qu'ils soient naturels, qu'ils soient épidémiques, qu'ils soient sociaux. Soit on arrive enfin à être plus intelligents ensemble et à nous humaniser réellement, et à ce moment-là, c'est intéressant de voir à quoi est-ce qu'on aspirerait en tant qu'espèce, mais aussi en tant que nation, en tant que peuple. Parce qu'un autre élément qui, moi, me fascine, c'est de me dire, mais la réalité telle qu'elle existe aujourd'hui en Occident en 2020, qui, à 20 ou 30 ans, aurait dit « c'est ça mon projet de société ». C'est ça que j'ai envie de proposer à mes concitoyens comme étant ce qu'il est bon de construire ensemble. Personne. Personne. Cette ubérisation, cette précarisation, ce système de masse, cette disqualification des gens, cette corruption, oui, aucun d'entre nous ne l'a choisi. En tout cas, pas les citoyens et citoyennes de bonne volonté. Donc ça sort d'où ? Alors évidemment qu'il y a des intérêts qui l'entretiennent, mais après il y a un effet systémique de vulnérabilité par rapport à ça. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en échec cette fatalité pour remettre le projet humain et nos vies à tous dans une direction qui soit viable. Parce que pour l'instant, la direction qu'on est en train de prendre n'est pas vivable. Qu'avez-vous appris de cette crise sur vous-même et sur l'homme d'une façon générale ? En 2-3 mots. J'ai beaucoup relu Solzhenitsyn, et notamment un fameux discours qu'il a prononcé à Harvard en 1978 qui s'appelle « Le déclin du courage ». Évidemment que les Américains s'attendaient à ce qu'il fasse l'éloge de la liberté par opposition au communisme, mais en fait il a fait une critique, mais au vitriol de la société occidentale, où il voyait toutes les scories, et c'est très visionnaire, parce qu'on observe la réalité d'aujourd'hui, vraiment son discours contient tout ce qu'il y avait à savoir. Et lui disait que, de son point de vue, la principale pierre d'achoppement de la déliquescence occidentale, c'était de ne plus savoir pourquoi on était prêt à mourir. Et que ça, c'est un axe cardinal de l'intériorité. Et alors, puisque vous me posez la question, à titre personnel, je dirais que j'ai identifié pour moi, c'est pas vraiment une découverte, mais ce pourquoi je serais prêt à mourir, parce que la vie sans ça ne vaut pas la peine d'être vécue. Et s'il n'y a pas de la probité, de l'intégrité, de la sincérité, de la tendresse, de l'humilité, du partage, de la maladresse, de la naïveté, s'il n'y a que du cynisme et ce monde mécanique, mathématique, technique qui est en train de dévaster l'espèce humaine, voilà, je ne veux pas que mes enfants vivent là-dedans, donc je suis prêt à mourir pour ça. Je ne le souhaite pas, s'il y a quelqu'un qui a une idée, mais au moins j'ai pu identifier ça pour moi et j'ai découvert en moi-même des ressources d'opposition qui me dépassent, parce que ce n'est pas juste mes qualités personnelles, mais c'est qu'à un moment donné, ça devient tellement clair que voilà, j'y vais. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, mon domaine de compétences propre, je dis d'emblée que je ne suis pas un infectiologue clinique ou épidémiologue des maladies infectieuses, mais c'est les déterminants de la santé.
qu'est-ce qui nous aide à aller bien, quelles sont les ressources sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir entretenir notre bien-être, et puis quelles sont celles qui risquent de nous mettre en difficulté. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que la santé, c'est tout dans la vie. C'est l'environnement dans lequel on habite, c'est le fait qu'il y ait de la pollution ou pas, c'est le fait qu'on entende les chants d'oiseaux ou pas, qu'il y ait de la verdure, les relations qu'on entretient avec les autres, le sens qu'on trouve à son travail, l'activité physique qu'on déploie ou non. Il y a un dicton en Inde qui dit « tout est nourriture ». Tout ce que nous recevons, les sons, les odeurs, les images, c'est les idées, les pensées, les discours sont de la nourriture. Et il y a effectivement quelque chose de très pathogène dans la manière dont l'information est présentée aujourd'hui. D'abord parce qu'elle est anxiogène à l'excès sans garde-fou, et puis parce qu'elle place les spectateurs ou les auditeurs dans une position d'impuissance. C'est terrible, mais je ne peux rien faire, je subis ça. Il y a la famine en Afrique, il y a la guerre en Irak, il y a le virus dehors. Je suis exposé à ça sans aucun moyen d'agir, et ça c'est le pire. Pour les animaux, Laborie avait fait des études avec les rats montrant que quand on met un rat sous stress sans possibilité d'agir, c'est le pire pour sa santé. Et nous, aussi évolués soyons-nous, on a aussi ce socle neurologique de base qui nous place dans cette vulnérabilité. Et donc, je trouve qu'il y a une énorme irresponsabilité civilisationnelle, mais aussi sanitaire, de la part des médias et des gouvernants qui ont pris le risque d'endommager massivement la santé de la population au lieu, comme je l'ai préconisé d'emblée, de tenir des messages de prudence. Bien sûr, face à une épidémie, il faut être prudent, mais sans aucune raison de paniquer. Et faire des vaccins alors? Non, on les soignera quand ils seront malades. Pourquoi attendre qu'ils soient malades? Pour leur vendre des médicaments, banane. La première chose que vous trouvez à faire, c'est de vendre des médicaments. Non, la première chose, c'est de doubler les prix des médocs. Mais c'est atroce. C'est la loi du marché. Ne fais pas l'étonner, hein. Nous, on est là pour vendre des médocs. Et pour vendre des médocs, il faut que les gens soient malades. On a un business plan très clair. 1, pas de vaccin. 2, épidémie mondiale. 3, les médocs arrivent en retard. Mais pourquoi les médicaments arrivent en retard? C'est dans le business plan, pour atteindre des millions de morts. Quoi? Ouais, c'est génial, quand il y a des morts en pagaille, on vend les médocs le prix qu'on veut. Tu sais, quand un père a perdu 2 gosses sur 3 de la grippe aviaire, généralement, il n'est pas regardant sur le prix pour sauver le 3e, hein. Oh, il peut vendre sa bagnole, le gars. Horrible. Non, c'est après que le business plan, il est génial. C'est que l'année d'après, on fait des vaccins. Ah, quand même. Ah ouais, je te raconte pas. Ça va partir comme des petits pains. Parce que les pauvres, ça a une vie de merde, mais ça veut pas mourir, hein. C'est la grande interrogation que j'ai, ça. Je suppose que vous allez tripler les prix. Les premiers vaccins, non, parce qu'ils marchent pas. Comment ça, ils marchent pas? C'est dans le business plan. Au début, on tâtonne, on n'est pas au point. C'est surtout à base d'eau et d'huile de vidange. D'huile de vidange? Ouais, General Motors est actionnaire, on a des bidons à pas cher. On est au bout de l'horreur, là. Ouais, mais en année 3, on fait les vrais vaccins, on n'est pas des bêtes, hein. Puis il y aura sûrement une nouvelle maladie d'ici là. Croise les doigts, hein. Tout est sous contrôle, quoi. On est des pros. Je viens de l'informatique, moi. C'est un business plan qu'on utilise souvent. On fabrique du virus pour fourguer de l'antivirus. Avec la grippe aviaire, c'est un problème de santé publique. Privé, public, du moment que c'est bien payé. Hein. Non, mais là, vous nous annoncez une catastrophe sanitaire, là. Ah ouais, j'ai pas été aussi optimiste que depuis l'arrivée du sida dans les années 80. C'est très bien documenté, et 90% de ce qui est dit là est avéré, et notamment pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, allez voir le centre d'éthique SAFRA de l'université de Harvard aux États-Unis, qui est la plus grande université au monde. Ils ont travaillé pendant 5 ans sur la corruption systémique et les stratégies de l'industrie pharmaceutique pour imposer leurs priorités, et c'est exactement la description de ce qu'il y a dans ce petit sketch. Donc, de nouveau, ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas un scoop, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, mais que les autorités semblent s'acharner à ne pas vouloir voir ou à nier à l'encontre du bon sens, alors que tout le monde sait que c'est un problème majeur, que ça distord complètement l'action sanitaire, que ça instrumentalise le corps médical dans son entier au détriment de la population, mais on a l'impression que pour l'instant, rien ne peut s'opposer à cette machine-là. Rien ne peut s'opposer à cette machine-là. Donc il y a un hold-up sur 7 milliards de personnes, quoi. Ah, bien sûr. Tout ce qu'on a abordé est verrouillé d'une manière systémique. Alors il y a un volet criminologique important, parce que ce sont des stratégies criminelles. Et là encore, ça a l'air très choquant quand on dit ça, mais
Le professeur Gaucher Gaucher, a écrit en 2014 un livre qui a été primé par l'Association médicale britannique. Donc c'est qu'il y a un constat dans la profession de cette réalité criminologique. Et puis, en même temps, on voit que les choses ont été tellement verrouillées que pour l'instant, aucune force de résistance ne peut défaire cette logique. C'est-à-dire que le mieux que les médecins puissent faire, c'est de se déconventionner et de s'éjecter du système. Et il y en a un nombre important qui le font, pour pouvoir juste retrouver une liberté de pratique et puis soigner les gens authentiquement, sans être à la charge d'une industrie qui vise à les traiter durablement. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore la masse critique. Et donc, après, je trouve que c'est important que chacun, chacune, à l'endroit où il est, s'interroge sur qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Quel courrier je peux envoyer aux députés de ma circonscription? Comment est-ce que je peux apporter mon concours? Comment est-ce que je peux décrypter les articles de presse pour en montrer les manipulations et le faire savoir? Et au fond, je crois qu'on est vraiment dans ce mouvement de bascule. Internet avait donné l'illusion qu'on allait vers une démocratisation massive. On pouvait échapper aux grandes sociétés parce que chacun pourrait bricoler sur cet espace de liberté ce qui serait utile aux autres, et il y aurait une vraie communauté interactive. Et puis en fait, on voit que l'effet de masse est revenu et que ce rêve qui existait à l'époque a été complètement perverti au service de la reproduction de ces grandes entreprises de masse qui rendent tout le monde captif. Et là, il y a effectivement un mouvement d'émancipation à mettre. En vous écoutant, j'ai une citation d'Albert Einstein que je vais reciter, mais avec mes mots à moi, pas avec les siens. Je pense que c'est bien lui qui disait « Le mal de nos sociétés ou le mal du monde, ce n'est pas tant les auteurs du mal, mais ceux qui regardent et qui laissent faire sans rien, qui laissent le mal se faire sans rien faire. » C'est-à-dire tous les lâches qui constatent et qui ne disent rien. Oui. C'est bien lui qui a dit ça. Hein. C'est bien lui. Il y a un autre texte aussi fabuleux sur l'Allemagne nazie où il fait la gradation. D'abord, ils nous ont empêchés de faire ci, puis après, puis au moment où on s'en est rendu compte, c'était trop tard. Bah là, on en est là aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a une masse qui est énorme, qui ne dit rien et qui laisse le mal s'installer. Les auteurs de cette corruption, on va dire, gigantesque, systémique, prendre le pouvoir de nos libertés, de l'environnement. Oui, et d'où l'importance pour moi, et c'est une invitation évidemment que je partage avec beaucoup d'autres, de nous opposer avec sérénité, avec dignité, avec calme. Il ne faut surtout pas céder aux provocations, entrer dans une logique de violence, mais en même temps de pouvoir avoir cette force d'opposition. Puis Dieu merci, il y a des contre-exemples dans l'histoire. Mandela a passé 27 ans en prison, qualifié de terroriste. D'ailleurs, ils lui ont proposé de sortir 2 ans avant sa libération. Dans un deal, vous renoncez à la violence et on vous laisse sortir. Et il a refusé, en disant, si je renonce à la violence, ça sera mon propre choix, souverain, c'est pas parce que quelqu'un me l'aura imposé. Et 2 ans après, il sort et il renonce à la violence. Voilà. Ça, c'est la grandeur dont nous sommes tous capables et dont nous avons à trouver le chemin ensemble.